Précédemment dans Superstream, le mois dernier, l'équipe de Superstream a eu un coup de cœur unanime pour la saison 2 de Bref, sortie sur Disney+. Et puis, on a décidé de passer au crible des projets de reboot et autres suites qui nous font souvent hurler. Nous ne sommes visiblement pas les seuls, puisque 77% d'entre vous pensent également que le reboot de La Petite Maison dans la Prairie est une mauvaise idée. À peine plus d'enthousiasme de votre part pour la suite annoncée de Malcolm, qui recueille 41% de suffrages positifs. Et encore, ça, c'était avant de savoir que l'interprète de l'iconique Dewey, ne serait pas de retour dans cette nouvelle salve. Tristesse. Alors ce mois-ci, on revient avec de la vraie nouveauté et des invités qui vont venir défendre des opinions qui vont à coup sûr vous faire réagir. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Superstream, le podcast de télé-loisirs consacré au programme de streaming. Après avoir passé en revue les très nombreux projets de reboot et de suite de séries cultes dans l'épisode précédent, ce mois-ci, vous allez voir que la créativité est bel et bien toujours là, heureusement, chez les scénaristes, avec notre premier parti pris du mois. Mais avant cela, on démarre tout de suite avec les coups de cœur et les coups de gueule de nos 3 chroniqueurs. J'ai bien sûr nommé Émilie Lopez, Juliette Osbrock et Marc Carlin. Bonjour à tous les 3. Hello. Salut. Et on va commencer par Juliette, qui a eu un coup de cœur pour l'une des séries les plus vues du moment, à l'heure où nous enregistrons cet épisode sur Netflix. Tout à fait. Bon, alors, coup de cœur, c'est peut-être un bien grand mot, mais une série en tout cas qui m'a apporté du plaisir. C'est La Résidence sur Netflix, donc nouvelle création de la queen des séries, Shonda Rhimes, qui est donc aussi la créatrice de mastodontes de la télé comme Grey's Anatomy, Bridgerton, Scandale, voilà. Donc là, elle est de retour avec un tout nouveau genre, puisqu'avec La Résidence, elle nous propose ce qu'on appelle un whodunit. Donc le whodunit, c'est un genre très classique des fictions. C'est ces espèces de petites enquêtes, souvent huis clos, avec un crime est commis en début de fiction. Et puis ensuite, il y a tout un panel de suspects et un enquêteur précis qui va mener l'enquête. Donc par exemple, c'est le cas de À couteau tiré ou Only Murders in the Building, voilà, qui ces derniers temps ont réinventé le genre après les classiques Hercule Poirot. Une petite sorte de Cluedo, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, on sent bien ces influences-là dans La Résidence. Donc là, La Résidence, en fait, c'est quoi ? C'est la partie de la Maison Blanche dans laquelle vit le président. Le chef du staff, du personnel, est retrouvé assassiné au tout début de la série. Et on fait venir une enquêtrice mondialement connue, mondialement reconnue, pour mener l'enquête, justement. Elle est incarnée par Uzo Aduba, que les abonnés Netflix connaissaient déjà comme Suzanne Crazy Eyes dans Orange is the New Black. Donc voilà, on est vraiment sur une fiction qui reprend vraiment les codes du kitsch, du whodunit. Elle a sa petite veste en tweed, sa petite paire de jumelles, son petit carnet pour prendre ses petites notes. Elle fait des démonstrations super élaborées, mais en même temps complètement irréalistes sur les indices qu'elle a trouvés pour savoir comment écarter tel suspect. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très frais. Ça ne réinvente rien, je dirais, mais par contre ça modernise. Ça se classe dans ces fictions qui remodernisent justement le whodunit ces derniers temps. Il y a plein de personnages super fantasques. Il y a une chef de cuisine complètement folle qui couche avec l'ambassadeur australien. Il y a une jardinière dont le rêve et de travailler dans les parcs nationaux, mais bon, qui se cantonne à rempoter des petites plantes pour la Maison Blanche. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Ça se picore. C'est plein de moments un peu frais, un peu drôles. Voilà, franchement, moi, je l'ai regardé sous un plaid avec une eau chaude et voilà, c'est vraiment un petit plaisir. Et c'est plus une comédie qu'une série policière. Mais tout à fait, en fait, c'est pour ça. C'est plein de petits moments, justement, autour de ces personnages fantasques. Et justement, dans la trame classique un peu de ces enquêtes en huis clos, c'est plein de narrations qui s'intercroisent, de gens qui vont venir apporter leur version des faits à l'enquêtrice. Et du coup, ça ramène un petit grain de folie où chacun s'enfonce dans des trucs ou raconte une version complètement folle. Alors, c'est pas du tout réaliste non plus, puisque j'ose espérer que ça ne se passe pas comme ça à la Maison Blanche. Donc voilà, mais du coup, c'est assez fun à découvrir. Et puis le plateau, en fait,
la construction géographique, je dirais, de la série est assez intéressante parce que on a l'impression qu'un peu la Maison Blanche est construite comme une maquette et on passe de pièce en pièce comme un petit labyrinthe. C'est pour ça que ça se picore bien aussi entre et les zones géographiques et les personnages. Voilà, il y a un truc très fun en fait à regarder. On pourrait presque avoir son petit carnet et prendre des notes, quoi. Émilie, je sais que tu as regardé ce week-end aussi. Oui, et c'est marrant parce que j'allais parler de ça justement, de la réal assez ludique où à un moment on passe d'étage en étage en descendant et en fait on a l'impression d'être dans une maison de poupées où on les voit un peu interagir. Moi j'ai trouvé ça très cool. Il y a certains moments où je me suis dit bon c'est un petit peu long parce que les épisodes sont très longs. Ouais. Néanmoins Uzo Aduba que j'adore est hilarante et beaucoup de personnages secondaires. Enfin il y a aussi une jeune femme un peu alcoolo où en fait à chaque fois qu'elle raconte un truc tu te rends compte que c'est pas du tout ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, à chaque fois, on a un personnage qui est interrogé et les autres qui vont dire non, mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, t'as un espèce de truc très, très ludique et très rigolo de ah oui, en fait, c'est exactement comme ça que j'imagine le truc. Bref, j'ai adoré aussi, enfin, j'ai beaucoup aimé aussi. Et je recommande. Et puis, Shonda Rhimes, quoi. Shonda Rhimes, toujours, qui nous sort des petites pépites comme ça. C'est pas objectif, je l'aime tellement. Je l'aime profondément. Bon, Émilie, puisque tu as le micro, tu vas le garder pour ton coup de cœur du mois, qui n'a rien à voir avec un Whodunit It. Voilà, et qui est pas du tout ludique, hein, pour le coup. Je voulais parler d'un documentaire qui est sur Disney+, qui s'appelle Ruby Frank, le déclin d'une famille modèle. Donc en gros, c'est un peu, je sais pas si vous avez vu Les Enfants sont rois avec notamment Géraldine Nakache et Doria Tillier. Superstream, d'ailleurs. Voilà, on en avait tout à fait parlé. Doria Tillier joue une youtubeuse dont la fille disparaît. Et ben là, en fait, c'est la même chose, quasiment la même chose, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'en fait, sa fille ne disparaît pas. Mais le centre, c'est Ruby Frank, qui est donc une youtubeuse américaine qui avait 2,5 millions d'abonnés sur YouTube. C'est parmi les premières familles à vraiment avoir fait le buzz. On est trop heureux, on est très pieux, on est Dieu, tout ça, nanana. Et en fait, au fur et à mesure qu'avance le documentaire, on découvre que la fameuse Ruby Frank est actuellement en train de purger une peine de prison de 30 ans pour maltraitance sur ses enfants. On a d'ailleurs les premières images dès le début, le doc commence comme ça, où on a un de ses enfants, elle en a 6, un de ses enfants qui va demander de l'aide à des voisins. Et en fait, on va découvrir comment elle en est venue à faire ça, comment elle en est venue à complètement vriller, comment au fur et à mesure elle a écarté son mari, elle a écarté ses 2 plus grands enfants, elle les a virés de la maison pour rester juste avec une femme qui est un peu un gourou limite sectaire, qui elle aussi est actuellement de mémoire, je crois qu'elle est en prison. Et voilà, et le doc est assez dingue. Il y a 3 épisodes de 51 minutes. Il faut avoir vraiment le cœur bien accroché parce qu'il y a certaines images, pour le coup, ils y vont, Disney+. Alors, c'est pas du tout Le Roi Lion ou La Petite Sirène. Hein. Voilà, c'est un vrai doc de faits divers. Et c'est intéressant aussi de voir à quel point le besoin de reconnaissance et de célébrité. En fait, elle voulait être reconnue comme étant la meilleure mère du monde. Et en fait, à la fin, elle s'avère être la pire mère du monde. En tout cas, parmi les pires. Voilà. Changement de registre. Marc, tu vas nous faire voyager. Oui, j'étais prêt une nouvelle fois à passer des vacances dans un resort de luxe avec des ultra riches, tous plus insupportables les uns que les autres, parce que j'aime bien ça. Ton quotidien, quoi, Exactement. Finalement. Voilà. Mais finalement, j'ai donné une mauvaise note sur TripAdvisor à ce White Lotus saison 3, puisqu'on parle de White Lotus. Parce que je trouve que cette recette, elle commence à avoir un arrière-goût de réchauffé. Parce que c'est encore les mêmes ingrédients, en fait. Donc, effectivement, un meurtre, non élucidé, qui est dès le premier épisode, dès les premières séquences, en fait. Des personnages, effectivement, comme je l'ai dit, assez caricaturaux et tous assez insupportables. Mais en fait, je trouve qu'on s'ennuie. Je trouve que les intrigues s'étirent vraiment comme un lézard au soleil, puisqu'il y a beaucoup de lézards dans cette saison 3. Et je trouve que globalement, les intrigues avancent pas très vite. Je suis à l'épisode 6, au moment où on enregistre. Il reste 2 épisodes. J'espère qu'il va se passer beaucoup de choses, parce que sinon, c'est très décevant. Je sauverai quand même quelques personnages, notamment le rôle de la mère bigote, campée par Parker Posey, qui semble, elle, beaucoup s'amuser à faire un accent impossible. Je ne sais pas ce que c'est un accent texan, mais c'est un accent incroyable. Et puis voilà, Patrick Schwarzenegger, il est pas mal, je trouve aussi. Il est assez malaisant dans le rôle du frère musclé, très masculiniste, mais en même temps qui va se retrouver dans une situation où il est un peu en train de s'interroger. Mais globalement, je trouve qu'on s'ennuie beaucoup. Je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu esthétisant pour rien. En gros, vraiment, ça sert à rien. Je comprends qu'ils ont pris du plaisir à tourner dans ce beau décor, mais en fait, nous, ça nous sert pas à grand-chose.
Donc voilà, globalement, je sais pas, ressusciter Jennifer Coolidge, faites quelque chose, faites-la revenir en fait, parce que là, franchement, cette saison 3, c'est très très décevant. Il est peut-être temps que ça s'arrête aussi, en fait. Peut-être, ou alors il faut vraiment trouver une autre façon de renouveler un peu le principe, mais c'est vrai que là, ça commence à être vraiment du réchauffé. Alors, on parle beaucoup de nouveautés dans Superstream, mais moi, ce mois-ci, j'avais envie de vous faire un petit coup de cœur sur une série de 2010. Voilà, c'est pas du tout récent, parce que c'est aussi à ça que servent les plateformes, aussi à voir ou revoir des séries ou des programmes voilà, qu'on n'avait jamais pu avoir l'occasion de découvrir et que les plateformes achètent aussi, donc mettent en avant. Et c'est Parenthood, la série familiale américaine de 2010, donc, qui est arrivée en décembre sur Netflix. J'avais vu un petit peu les premières saisons et puis voilà, elle est arrivée. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de voir la suite. Et franchement, un très très bon souvenir. Voilà, c'est une série très américaine, mais qui parle vraiment bien de la famille sous toutes ses formes, de la parentalité. C'est une série qui fait plutôt du bien, même si parfois, là, l'intrigue que je suis en train de regarder, ça n'a vraiment rien de drôle parce que ça parle du cancer. Mais voilà, il y a des personnages qui sont sympathiques, qu'on a envie de suivre et auxquels on s'attache très rapidement. Et puis, voilà, moi qui suis maman, je retrouve aussi pas mal de choses effectivement sur la parentalité, qu'est-ce que c'est d'être parent aujourd'hui, parents célibataires, parents divorcés, grands-parents aussi, un peu sous toutes ses formes. Ça parle aussi d'une famille sur plusieurs générations, donc c'est assez intéressant. Et la série a été créée par Jason Katims, qui était le producteur, Emily, de Friday Night Lights, qui est une série qu'on adore toutes les deux. On adore. Et on retrouve pas mal de cette patte aussi. Voilà, je pense qu'il y a un art pour vraiment écrire les choses, décrire des situations. Et même si on a l'impression que c'est assez loin de nous, finalement, il arrive toujours à rapporter à quelque chose qui est assez proche de nous au final. Et il y a des situations, des scènes où on se dit, mais en fait, c'est vraiment vrai, des dialogues qui font plus vrai que nature, je trouve. Et puis côté casting, il y a des acteurs qu'on adore, Peter Krause qu'on a retrouvé dans 911, et puis surtout notre reine, n'est-ce pas, Lorraine Graham, avec un rôle assez similaire à celui de Lorelai dans Gilmore Girls d'ailleurs. Donc voilà, petit coup de cœur, si vous avez l'occasion, 6 saisons à rattraper. Alors la série dont on va parler maintenant aurait sans doute pu faire l'objet d'un coup de cœur pour plusieurs, voire peut-être tous, autour de cette table, mais il y avait trop à en dire, donc on a décidé d'en faire notre premier parti pris du mois. Vous en avez sans doute entendu parler sur les réseaux sociaux ou à la machine à café. Difficile d'échapper en ce moment à Adolescence, cette série anglaise sortie en mars sur Netflix. Alors qu'on avait déjà bien éclusé notre boîte de mouchoirs le mois dernier pour regarder Bref, on s'est de nouveau pris une grosse claque et on a dû refaire le plein de Kleenex pour découvrir ce drame en 4 épisodes sur un jeune de 13 ans qui tue à coups de couteau une camarade de classe. Alors que les avis sont plutôt unanimes sur cette série, qui est aussi une prouesse en termes de réalisation, notre journaliste Cédric Choucroune, lui, a décidé de faire comme le saumon et de nager à contre-courant. Il va donc nous expliquer pourquoi il n'a pas aimé Adolescence sur Netflix. Bonjour Cédric. Bonjour Laurence, et avant tout, merci de m'accueillir dans la famille Superstream. Avec même plaisir. Si, pour une première, je vais être un peu l'avocat du diable, parce que non, contrairement à apparemment l'écrasante majorité des critiques, des spectateurs et peut-être des personnes présentes dans cette salle, moi, j'ai pas adoré Adolescence. Peut-être parce que j'ai commencé à le regarder avec trop d'attentes, parce que les critiques étaient totalement dithyrambiques, et du coup, j'ai été un peu déçu, je sais pas. Mais bon, en tout cas, j'ai trouvé que ça démarrait très fort. Moi, l'arrestation de Jamie m'a indigné. Je me suis dit, mais comment on peut infliger ça à une famille à 5 heures du matin, comme ça et tout. Et puis, très, très rapidement, en tout cas, moi, le soufflet, il est retombé, quoi. C'est-à-dire que déjà, à partir du moment où on voit la vidéo de surveillance, je me dis, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que l'intérêt dramatique tombait à plat, du coup, puisqu'il n'y avait plus tellement de suspense. Et puis, alors, même si je salue la performance que représente le parti de faire de chaque épisode un long plan séquence, je trouve que ça a des défauts et que ça nuit un peu au rythme, en fait, parce que sans plan de coupe, déjà, on assiste à des scènes qui sont pas très intéressantes, genre la psychologue qui attend devant la machine que le chocolat chaud y tombe, ou plus généralement tous les déplacements. Alors, mention spéciale à l'épisode 4, le trajet en camionnette avec AA. Si j'avais pu, j'aurais fait x2, x correct, voilà. Et puis pour moi, l'inconvénient aussi de ce plan séquence, c'est que du coup, on voit des personnages, forcément, le plan c'est hop, on s'en va et on les laisse sur le côté. Et je trouve qu'on va pas au fond des choses. Par exemple, typiquement, moi je comprends pas dans l'épisode 2 pourquoi la meilleure amie de la victime pète un plomb. Alors je comprends qu'elle soit triste, évidemment, elle a perdu sa meilleure amie.
elle pète un plomb et hop, après elle disparaît. Pareil qu'avec Ryan, un des meilleurs amis du tueur. On comprend qu'il est impliqué, il aurait prêté le couteau et tout. Et puis en fait, après, on le voit plus jamais, on n'en parle plus. Enfin voilà, tout ça, ça fait que... voilà, moi j'ai trouvé qu'on survolait un peu les sujets parfois. Et j'ai trouvé notamment que ce qui pour moi était a priori le cœur du sujet, à savoir... tout le côté, le phénomène des incels, du harcèlement sur les réseaux sociaux, c'était un peu survolé, quoi. Alors, Émilie, je te vois hocher la tête. Oui. Et c'est rare que tu sois d'accord avec nos invités. Oui. Donc, on va commencer par toi. En fait, en général, je suis pas du tout d'accord avec le reste de la table. Et tu vois, en fait, ça ne change pas parce que je sais que je vais pas être d'accord avec Juliette et Marc. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé Adolescence. Je trouve que esthétiquement, c'est une prouesse dingue. En plus, je vis avec une réal qui a passé son temps à me dire « Mais comment il a fait ?» Mais là où je rejoins Cédric, c'est qu'effectivement, moi en tout cas, je me suis tellement focalisée sur cette prouesse, sur le jeu des acteurs et tout ça, que le propos de la série, qui est quand même primordial et qui est très d'actualité, il est vraiment laissé de côté. Et du coup, ça m'a gênée. Je trouve aussi que les épisodes sont assez inégaux. Le premier est incroyable. Le deuxième, au bout d'un moment, j'avais hâte qu'il se termine, hein, très clairement. Le troisième, il est fou. Là, pour le coup, vous pouviez partir sur 6 heures. J'étais totalement dedans. Le truc de la machine à café m'a pas choqué plus que ça, parce qu'au contraire, j'avais vraiment l'impression que du coup, on était avec elle et on ressentait le stress qu'elle ressentait. Je suis pas la première psy à le rencontrer, donc il faut que je fasse les choses bien. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, le propos de la série, il est un peu trop survolé. Même si ça reste un super objet sériel, que les prestations des acteurs, le père dans le 4e épisode, les 2 parents, même la petite sœur, enfin la grande sœur d'ailleurs, sont fous. Et il y a un autre truc aussi qui m'a un peu gênée. Moi, j'aime bien quand il y a une vraie fin. J'aurais bien aimé avoir un petit 5e épisode où on voit le procès, où on voit... alors, c'est pas spoilé que de dire qu'on verra pas le procès, hein. Enfin, je pense pas. De toute façon, c'est sorti maintenant. C'est difficile. Désolé, alerte spoiler. De toute façon, je le fais tous les mois. Voilà. Moi, j'aime bien quand la boucle est totalement bouclée. Je sais que c'est pas nécessaire. Je sais qu'on a bien compris à la fin, mais ça m'a quand même un petit peu manqué. Juliette, j'ai l'impression que toi, tu n'es pas restée sur ta fin. Elle n'est pas du tout d'accord. Oui, je parle à la 3e personne de moi-même. En fait, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? D'abord, pour moi, par exemple, le fait que toi, tu trouves que la tension dramatique retombe dès qu'on voit la vidéo de surveillance, pour moi, en fait, c'est tout l'intérêt de la série, c'est que c'est pas une série policière dont le but est de découvrir qui est l'identité du tueur, qui l'a fait, comment, quand. Ça, on le dit dès le début, effectivement. Mais parce que justement, pour moi, ça installe tout l'intérêt de la série, qui n'est pas de savoir qui, mais qui est de savoir pourquoi. C'est ça, en fait, l'intérêt, c'est de savoir, dans un premier temps, pourquoi est-ce que Jamie a fait ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va plutôt explorer dans les épisodes 2 et 3. Effectivement, le face-à-face avec la psy est assez dingue. Et en fait, c'est pour ça aussi que moi, ça ne m'a pas dérangé qu'il n'y ait pas de procès. C'est parce qu'en fait, le but, c'était pas de savoir est-ce qu'il y aura une vérité de tribunal ou pas. On nous a déjà présenté une vérité qui est la vidéosurveillance. Ensuite, l'idée, c'était d'explorer pourquoi est-ce que Jamie a fait ça. Le seul point où je suis peut-être un peu d'accord avec Cédric, c'est que effectivement, je pense que que la notion d'incels est peut-être un peu balayée, parce que tout le monde n'est pas à mort dans le militantisme. Donc, savoir ce que sont les incels et qui sont des communautés masculinistes sur les réseaux sociaux, ça, c'est pas si évident. Et en fait, pour un public qui est pas très connaisseur, je trouve que c'est un peu vite balayé. Ouais. Mais pour moi, c'est à peu près, en gros, le seul défaut de la série. La réalisation, moi, en termes de rythme, au contraire, j'ai trouvé ça super qu'il y ait un épisode très fort au début, un épisode 3 très fort, et que ce soit 2 épisodes qui soient très intenses en émotion, et d'avoir cet épisode 2 qui relâche un peu, mais qui, du coup, nous permettent de faire ce qu'a besoin de faire la série, à savoir, qui est son autre enjeu, à savoir explorer les conséquences qui arrivent sur la communauté de cette petite ville du nord de l'Angleterre, mais aussi sur la famille. Ça, pour moi, c'est l'objectif des épisodes 2 et 4, c'est de se dire, OK, Jamie, il a fait ça, c'est choquant, c'est un gosse de 13 ans qui assassine une camarade de classe. Grosso modo, voilà pourquoi il l'a fait, on essaie de le comprendre dans l'épisode 3. Et je trouve que je suis d'accord avec Émilie, l'épisode 3, il est absolument dingue. Mais ce qui est aussi important, c'est aussi de comprendre, OK, mais quand ça arrive près de chez vous, qu'est-ce que ça inclut ? Donc, à l'école,
en fait, ça a quel type de conséquences. Et le fait que, par exemple, Jade, qui est la jeune fille dont la meilleure amie est morte, on la voit péter un câble. Pour moi, en plus, on l'explique un peu dans cette jolie conversation qu'elle a avec la proviseure, où en fait, on comprend que ça survient dans un contexte social qui est difficile pour elle, où elle est délaissée par ses parents, etc. Enfin, voilà, en fait, pour moi, ça permet de poser plein de petites situations sociales aussi, qui vont à la fin se rejoindre et expliquer un contexte hyper tendu chez les jeunes. Et du coup, expliquer et le pourquoi et les conséquences que ça a. Et pour moi, justement, l'épisode 4, il est parfait parce qu'après, on se reconcentre sur cette famille qu'on avait complètement perdu de vue depuis l'épisode 1. Et en fait, quand on est parent et que son enfant assassine une camarade de classe, c'est quoi les conséquences ? Et pour moi, ça, c'était plus important de conclure là-dessus et sur cette culpabilité que sur une vérité judiciaire, en fait. Et juste pour revenir, sur le passage de AA que toi, t'as pas aimé, moi, au contraire, j'ai adoré. Parce qu'en fait, dans tout ce marasme, dans tout ce noir, dans tout cette difficulté, en plus c'est l'anniversaire du père, d'avoir ce petit moment de complicité avec les parents, de vie, voilà, et de montrer que la vie doit continuer. Et juste parce qu'en fait, il y a quand même la sœur qui est là, donc elle aussi sa vie elle est complètement brisée, et donc d'avoir ce petit truc un peu mignon, un peu tendre, même pour moi en tant que téléspectatrice, j'étais ouais, en fait ça fait du bien. Parce que ça fait 3 heures que je respire plus. Bougeoter sur mon canapé sur du AA, je suis totalement pour. Et moi, je trouve aussi que cette réalisation, donc en plan séquence, qui fait que forcément, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas montrer parce qu'on ne peut pas passer soudain de l'école au commissariat en 2-2. Et ben, au contraire, ça donne une narration qui est très atypique et qui permet de sortir des codes classiques où on nous montre toujours chant contre chant et on les explique tout, on nous prend par la main. Et là, je trouve ça bien d'avoir des ellipses. Marc ? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est plus qu'un tour de force, en fait. C'est vraiment quelque chose qui amène effectivement à l'immersion dans ces lieux-là et en fait à vraiment comprendre très rapidement les enjeux de chaque personne, de chaque, comme disait Juliette, en fait, de chaque cadre social, on va dire. Moi, ce que je trouve très fort, c'est la question du pourquoi, mais surtout la question de la série, pour moi, c'est à quel point on peut connaître son enfant. Et en fait, la série apporte une réponse qui est, en fait, pas tant que ça. Et au final, aujourd'hui, dans une société très fractionnée, avec le numérique, etc., très chapellisée, en fait, c'est encore plus compliqué, je pense, que pour des parents des années 80, 90, etc. Donc ça, c'est passionnant. Ce que je trouve très fort dans la série, c'est que du coup, en fait, elle nous laisse comme ça, un peu en plan, comme tu disais, Émilie, mais je trouve que c'est finalement assez fort. C'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas vraiment de réponse à ce geste. Tu vois, il y a quelque chose de très, très ambigu et très insaisissable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas savoir vraiment pourquoi il a fait ça. C'est une espèce d'impulsion complètement folle. Et voilà, ce que je trouve passionnant dans l'épisode 3, c'est qu'avec la psy, on ne sait pas s'il est vraiment toujours conscient de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il essaie de la manipuler ? De temps à autre, il est comme un enfant, de temps à autre comme un adulte. Enfin, voilà, c'est très très fort. Et puis, je rebondis là-dessus. Ce qui était intéressant dans la conversation avec la psy aussi, c'est qu'elle essaie de gratter s'il y a eu maltraitance vis-à-vis du père. Parce qu'en fait, souvent, dans les enfants qui deviennent violents, on a tout le temps tendance à prendre la réponse facile, en tout cas scénaristiquement, de dire un enfant maltraitant, c'est qu'il a été maltraité. Et justement, c'est ça qu'elle gratte. Et la série prend pas ce parti-là et dit ça, c'est très bien, je trouve. Ça, c'est la réflexion facile et c'est pour ça que la psy gratte ça. Et en fait, non, c'est pas ça la réponse. Ça évite ce piège-là aussi, ouais. Et alors on l'a dit, le jeune acteur, il est incroyable parce que donc cet épisode 3, c'est la première séquence qu'il a tournée de sa vie. Il n'avait jamais rien fait avant. Donc c'est quand même un talent incroyable. On a beaucoup parlé de l'épisode 3, effectivement. Moi, j'ai fait un parallèle avec l'épisode de Monstres. Ah, j'y ai pensé aussi. Voilà, le fameux épisode tourné en un seul plan. Alors peut-être moins impressionnante techniquement, mais il y a la même intensité de jeu, il y a le même temps long, on va dire, qui est assez rare maintenant dans les séries. Donc voilà, moi j'ai été complètement bluffé par la série. Je suis peut-être d'accord sur le fait que l'épisode 4 est un petit peu en dessous en termes narratifs, on va dire. Et que, effectivement, mais après, quand tu remets en contexte en fait, l'épisode dans toute la série, c'est logique. En fait, c'est logique que ça se passe comme ça. Voilà, et effectivement, je suis d'accord aussi. Je trouve que les parents, la sœur, elle est incroyable. Ah oui. Dans le dernier épisode, là, quand elle vient dans la chambre et tout, c'est une performance incroyable. Voilà, donc vraiment super série. Je suis très impressionné et je suis très étonné en fait d'un tel succès. Je pensais que ça serait un peu plus pas confidentiel, parce que bon, c'est quand même du Netflix et Netflix savait qu'ils avaient une pépite entre les mains, donc ils allaient toujours la pousser évidemment. Mais là, je suis quand même étonné de la résonance que c'est en train de prendre. C'est ce que je me disais tout à l'heure. C'est ce que je me disais tout à l'heure quand on parlait des plans séquences. Parce que nous, c'est vrai qu'on est habitué à traiter beaucoup de séries. On sait ce que c'est un plan séquence. Je demande à ma mère, elle sait pas ce que c'est un plan séquence. Donc elle verra pas la série de la même façon que moi. C'est-à-dire que moi, je savais
quand on est allé à la conf Netflix avec Marc, quand on est sorti, quand Netflix nous a dit qu'est-ce que vous attendez le plus, on a dit adolescence. On avait vu une photo. Hein. Une photo et on nous avait dit c'est 4 épisodes en plan séquence. Ça fait OK, we are in, on est au taquet. Mais effectivement, je me dis, ma mère, quand elle va regarder ça, elle va pas avoir le même prisme que moi. Et donc, du coup, est-ce qu'elle va avoir une espèce de frustration ? Est-ce qu'elle va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, ça sort tellement des codes qu'on a l'habitude et du truc un peu pré-mâché qu'on nous balance sur les plateformes que moi non plus, comme Marc, je m'attendais pas du tout à ce succès. Surtout, et en fait, ça fait plaisir. Ouais, surtout qu'il y a une espèce de, quand même, malgré le plan séquence, il y a une espèce d'esthétique assez série policière britannique, quand même. Qui fait que je pense que des gens peuvent se dire, ah bah oui, c'est encore une série policière classique avec un début un peu fort, et dans le commissariat et tout. Et en fait, au fur et à mesure que la série se déroule, on sort complètement de ce canon-là. Et comme disait Juliette, il n'y a pas du tout le côté thriller à twist. C'est pas du Harlan Coben ou c'est pas du. Voilà, donc en fait, ça c'est très fort justement. Mais c'est vrai de complètement déjouer ça. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un twist à un moment. Je me suis dit, on va nous twister le truc. Finalement, il l'a pas commis. C'est l'autre gars qui l'a fait, l'autre ado, etc. Non, pas du tout. En fait, c'est. Voilà, dès le départ, on t'a posé les bases et on reste là-dessus. C'est là où on est un peu tous, tu vois, travaillés par ça. C'est qu'on se dit, ils vont forcément faire des rebondissements. Ouais. Non. En fait, c'est pas le but de la série. Le but de la série, c'est de dire, voilà ce qui s'est passé et on va explorer tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est vraiment passionnant. Justement, je trouve que c'est pas assez exploré. Enfin, je reviens vraiment sur le problème sur le sujet. Sur le sujet, pour moi, la base, je pense que c'est le côté le harcèlement en ligne et le côté les incels. Et les incels, enfin, je veux dire, Juliette l'a quand même dit, moi, je connaissais pas le terme il y a 2 ans avant d'arriver à Télé Loisirs. C'est parce que j'ai regardé un documentaire sur les masculinistes que j'ai découvert ce terme. Je pense que le grand public, et je pense qu'une bonne partie des gens qui vont aller le regarder sur Netflix, vont pas comprendre. C'est quand même expliqué par le personnage du fils hyper rapide. Du fils du flic. Franchement, c'est hyper rapide. Il dit, ça veut dire une volontaire célibataire et hop, on passe à autre chose. Moi, j'ai trouvé que c'était trop rapide. Et du coup, je trouve on creuse pas assez la psyché, c'est le mot peut-être un peu fort, mais les motivations de Jamie. Enfin, ce qui l'a poussé à passer à l'acte, en fait. En fait, moi, du coup, comme tu le sais, je suis d'accord sur le fait qu'on balaie ça vite, mais en fait, là où je suis pas d'accord, et c'est peut-être pour ça qu'en fait, au final, on n'atterrit pas à la même analyse de la série, c'est que pour moi, les incels et le harcèlement sur les réseaux sociaux n'est pas le sujet de la série. C'est pas le parti pris, pour moi, du réalisateur et du scénariste. Pour moi, le parti pris, c'était vraiment de... En fait, il y a quand même ils ont eu cette idée. Steven Graham, qui est donc le créateur de la série, a eu cette idée parce que en ce moment, il y a beaucoup de faits divers en Angleterre où justement des jeunes filles pré-ados, sont agressées, voire tuées par des garçons de leur âge. Donc en fait, ils sont partis de ce postulat-là. Et pour moi, si tu pars de ça et que l'idée, c'est aussi de partir d'une espèce de point de départ qui est de dire qu'il y a un problème dans la solitude, dans le rapport social entre les jeunes, dans le rapport à la sexualité aussi et au genre, tu peux pas le proposer comme une réponse unique. En fait, si on avait passé du temps à dire Jamie il a fait ça parce que c'est les incels, c'est les communautés masculinistes, ça aurait donné une réponse. Alors que là, je pense que l'idée, c'était de montrer qu'il y a un contexte qui est tendu chez les jeunes, que en l'occurrence, Jamie a fait face à cette situation A, mais qu'en fait, il y a des situations A, B, C, D qui sont aussi liées à ce contexte où on a du mal à s'identifier au niveau de la sexualité, que les téléphones, Internet, ça modifie le rapport à la séduction, que la sexualité arrive aussi de plus en plus jeune. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est, si tu veux, pour moi, c'est un faisceau concordant qui mène à cette situation-là. Et donc, j'aurais aimé qu'on m'explique plus ce que c'était les incels, mais pour moi, c'était pas le propos de la série. Le propos, c'était de dire, OK, ça existe. Et comme disait Marc, le sujet de la série, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on a pu laisser passer ça, et comment est-ce que les parents ont pu ne pas voir, et ils ne pouvaient pas voir. Et pour moi, en fait, c'est ça le sujet. C'est pas tant de dire c'est les communautés masculinistes qui ont bourré le cerveau de Jamie, et donc c'est pour ça, voilà. Pour moi, ce serait trop facile comme réponse de dire que c'est que ça la raison pour laquelle il y a des garçons de 13 ans qui assassinent des jeunes filles de 13 ans. Alors, après, ce qui est dommage, enfin moi je suis d'accord avec vos 2 points de vue, mais dis donc, je suis d'accord avec vos 2 points de vue. Vous êtes très bons débatteurs. Néanmoins, là où je vais un petit peu aller dans le sens de Cédric, déjà parce qu'il est tout seul autour de la table, donc je veux l'aider quand même. Non, mais c'est surtout qu'en fait, ce sujet il est tellement pas traité en série que je peux comprendre que certains disent attendez les gars, pour une fois qu'on peut le traiter, et en plus le traiter de façon très intelligente, c'est dommage que vous l'ayez pas fait. C'est juste le petit truc de
voilà, on le fait jamais. Donc pour une fois que vous pouviez le faire, vous l'avez pas fait et c'est un peu dommage. Alors, la série a été conçue, a priori, pour que ce soit une mini-série, qu'il n'y ait pas de saison 2, voilà. Mais on sait aussi que face à des succès comme celui-là, les plateformes comme Netflix peuvent être très tentées de surfer sur le succès et de vouloir commander une suite. Même si, avec Mon Petit Reine, par exemple, finalement, ça n'a pas été le cas. Si on devait imaginer une suite, qu'est-ce que vous aimeriez y voir, Cédric ? Je pense qu'il faudrait faire comme, je pense à des séries comme, oula, moi je suis pas de spécialiste série, contrairement à vous, genre Black Mirror ou une anthologie. Des séries où à chaque saison on change complètement les personnages, parce que une série d'anthologie. J'imagine pas une suite avec Jamie a priori va aller, sans spoiler, a priori il va être condamné. J'imagine pas une série, on suit le papa après, la sœur après, ou alors on fait une sorte de spin-off avec les amis, mais je suis pas sûr que c'est un intérêt. Okay. Donc un peu prendre le parti pris de monstre ou d'un couple parfait, de repartir sur une histoire avec des acteurs différents. Et du coup, aborder un autre sujet très prégnant dans la société. Qui parle aussi de l'adolescence. Voilà, par exemple, tout à fait. Juliette ? Moi, je suis assez d'accord avec Cédric. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de saison 2. Stop Netflix, quand on fait d'aussi beaux bijoux, d'aussi belles pépites sérielles. S'il vous plaît, ne faut pas gâcher ça par excès d'ambition. Donc, mon postulat de départ, c'est ça. Mais je suis assez d'accord avec Cédric. Si d'aventure, il se lançait là-dedans, faut repartir à zéro. J'ai vu pas mal de théories sur Internet qui disaient « Oh, le procès, ce serait bien de... » Puisqu'au final, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens comme Émilie qui sont frustrés de ne pas avoir cette conclusion judiciaire. Et on peut imaginer, même esthétiquement, avec cet effet de plan séquence, un très bel épisode de procès et même de préparation avec les avocats et tout pour évoquer la partie judiciaire. Je suis sûre que esthétiquement ça marcherait très bien. Maintenant, je pense pas que ce soit nécessaire pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà, si c'est à refaire, il faut repartir d'un nouveau sujet, d'une page blanche. Le procès, c'est ce qu'avait fait Broadchurch, je crois, dans la saison 2. Et pour le coup, ça avait apporté quelque chose de différent. Donc, je me dis que ça pourrait... mais voilà, on sait que mais Broadchurch, c'était justement une enquête. Oui. La saison 1, c'était l'enquête, vraiment. Et tu comprenais qui était coupable qu'à la fin. Ce que j'allais dire aussi, c'est que dans l'idée d'une suite éventuelle, où on montrerait le procès, ça pourrait permettre aussi de parler de la famille de la victime, qu'on ne voit pas du tout, du coup, dans ces épisodes. Et pour le coup, on pourrait voir l'autre versant, en fait. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. Voilà, il vaut mieux s'en tenir là. Et quand on a des séries au concept aussi fort, de ne pas être tenté de tirer inutilement le fil. Moi, j'étais pas forcément pour une saison 2, mais en fait, j'aime bien ton idée Non, mais tu sais, effectivement, de suivre un peu la famille de la victime. Et du coup, ça me tente. Mais surtout, même s'ils font... un reboot, nouvelle affaire et tout ça, gardez les mêmes acteurs. Ouais. On a envie de les revoir. Ils sont trop bons. Voilà. Merci beaucoup, Cédric, d'être venu défendre tes arguments. Et il est l'heure de passer un appel à un ami. Oui. Et il est l'heure de jouer. Émilie, on a dit qu'on partait gagnant. On est dans un bon mood. Sûr. On commence par les titres alternatifs. Le cycle éternel. Le Roi Lion. Ce n'est pas le Roi Lion, c'est ce que je suis en train de dire. Le cycle The Wheel of Time. Oui. La roue du temps, pardon. La roue du temps sur Prime Video. Voilà, la saison 3 qui vient de démarrer. Alors moi, personnellement, j'avoue que j'ai lâché l'affaire après la saison 1 que j'avais pourtant bien aimée. Écoute, j'ai pas encore eu la chance de voir la saison 3. Moi, j'avais vu la saison 2. Franchement, ça se regarde. C'est un bon petit divertissement de fantasy et tout. C'est sympathique. Et puis, on adore Rosamund Pike, qui est donc l'actrice principale. Voilà, une reine... Il faudrait que je reprenne. Tout court. J'avais besoin que je rajoute quelque chose. Non, je croyais que tu allais dire une reine de quelque chose, tu t'es arrêtée. Oui, mais après, je me suis dit, mais en fait, c'est voilà. Mais on est d'accord que tu étais partie pour dire peut-être. Les maîtres du mensonge. Liars Club. Oui, j'ai un point. Dis donc. Oui, j'ai un point. Avec cette émission de divertissement que j'ai pas du tout regardée, diffusée sur Prime Video, j'ai quand même l'impression que ça a fait pchit. Ouais, en fait, ils ont essayé de reprendre un concept un peu à la LOL qui ressort, mais avec un concept qui était très très largement pompé sur des vidéos de McFly et Carlito qui sont le concours d'anecdotes pour les plus youtubeurs d'entre nous. Mais franchement, ça marche pas très bien et je pense notamment à cause du casting en fait. Et je pense qu'ils ont eu un problème sur le casting. Terre de pouvoir. Terre de pouvoir. Yellowstone. Bravo. Juliette. Excusez-moi, Marc est là Je me réveille. Revient Fais gaffe, on dirait moi.
Il a mis le mode avion. Ah, là, je suis en mode batterie faible. Je dis ça et tu vas voir qu'il va enchaîner tous les points après. Voilà, tu t'attires un mauvais karma toute seule. Alors, Yellowstone, effectivement, c'était un phénomène aux États-Unis. Et chez nous, c'était un peu passé plus inaperçu parce que diffusé sur Salto, sur TMC, voilà, donc moins grand public. Et là, ça vient d'arriver en mars sur Netflix. Et là, d'un coup, on a l'impression que les gens donc, découvrent cette série dans laquelle il y avait quand même Kevin Costner dans le personnage principal pendant les premières saisons. Et donc, elle s'offre une deuxième vie, un peu c'est une sorte de western, voilà, sur une grande famille américaine qui est propriétaire du ranch le plus grand des États-Unis et qui veut le défendre contre vents et marées. Et en fait, il n'y a pas Yellowstone aussi, parce que du coup, la série a eu il y a eu 2 spin-offs, je crois, 1883 qui est aussi disponible sur Netflix et 1923, si je ne dis pas de Je sais pas, bêtises. j'avais noté 1889, donc me demande pas, me regarde sur pas. Paramount+. On est bien parti. Et clairement, Bonnes années et tout. nos lecteurs adorent. Ils n'arrêtent pas de dire que c'est la meilleure série, qu'ils ne pourront rien voir de mieux après. Ah, dis donc. Et ouais, donc c'est aussi ça, l'intérêt des plateformes, de découvrir aussi des séries. Après, moi, ça m'arrange pas du tout, hein, parce que pour le jeu, je regarde les nouveautés pour être sûr d'avoir au moins des points. Si en plus vous mettez des trucs, c'est pas possible. Alors, la Coupe royale de France. La Coupe royale de France. Oui. Marie-Antoinette. Non. Ça aurait été drôle. La Coupe royale de France. J'en ai aucune idée. C'est un film ou une série? C'est un programme qui arrivera bientôt en France sur M6+. Ah, la Kings League. Tout à fait. Oh, dis donc, Et- Laurence, tu nous fais du Et streaming. ouais, t'as vu, tu streamer. t'y attendais pas. Mais alors, Juliette, justement, je me tourne vers toi. Ah, mais là, ça devient trop Peux-tu- compliqué pour Émilie et moi, là. Hein. Je vous rappelle qu'on a alors, vu, les peux-tu moins- expliquer aux les vieux moins de de la 35 table ans. ce qu'est la Kings League? Je suis désolée, mais ce point ne compte pas parce que nous, on ne connaît pas. Alors pour les plus de 35 ans, en fait la Kings League, c'est un programme effectivement qui arrive sur M6+, qui est importé d'un format inventé par le footballeur Gérard Piqué. Donc en fait, c'est une compétition de football, une ligue internationale de football, dont les présidents d'équipe sont des streamers, donc les gens qu'on retrouve sur Twitch principalement. Et donc là, on vient d'annoncer la version française. Donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en Twitch et YouTube, il y a des gros chefs d'équipe comme des gros noms comme Squeezie, Domingo, Michou aussi, que Ah. toi tu connais par Danse avec les stars. Tout à fait. Voilà. Donc il y a quand même des gens qu'on connaît et donc en fait à l'américaine ils font une draft où comme pour la NBA où ils vont sélectionner des joueurs et donc à partir du 6 avril il y a cette compétition qui arrive en France et ensuite il y aura d'ailleurs la version World Cup qui aura en partie lieu en France grâce à un streamer qui s'appelle Amine Mathieu qui avait participé à la version internationale l'année dernière. Donc, un peu de nouveauté sur M6+. C'était assez surprenant que ça arrive sur la plateforme, mais Et dans c'est chouette. Superstream. Et je tiens à dire que je connaissais tous les noms qu'elle a cités. Je suis fière de moi. Même le dernier? Même le dernier. Ouais, elle connaissait Gérard Piqué, à mon avis. Monsieur Shakira. Enfin, ex-Monsieur Ex. Shakira. Alors, la prochaine, Geeks and Quirks. Freaks and Freaks and Geeks. Geeks, ouais. Presque. Big Bang Ah, Big Bang Big Bang Theory. Theory. Bah oui, forcément. Marc, tu l'avais presque. Là. Ouais, je l'avais presque. Et si on parle de Big Bang Theory, c'est parce qu'après Young Sheldon et son spin-off Georgie and Mandy's First Marriage, la série va de nouveau avoir droit à une nouvelle série dérivée qui sera centrée cette fois sur le personnage de Stuart Bloom, le propriétaire malchanceux du magasin de BD dans lequel les héros de la série aimaient aller. Ça s'appellera Stuart ne parvient pas à sauver l'univers. Bon, ça c'est pour la traduction française. Hein, voilà, peut-être qu'ils trouveront un meilleur titre français entre-temps. Et on retrouvera donc Stuart, Denise, Bert et Barry. Et bien sûr, les fans espèrent que Jim Parsons et Kelly Coco feront des apparitions. Ça vous parle, ce spin-off? Non, je sais que toi, t'es Team Friends. Ouais, je suis Team Friends et je vous rappelle que Friends, on a fait un spin-off et c'était vraiment la pire idée du monde. Donc, Juliette a dit oui, par Oui, contre. oui, oui, parce qu'en fait, Stuart, c'est un personnage qu'on n'a pas beaucoup vu. En fait, on le voyait très régulièrement dans les épisodes, mais on l'a pas tant vu au sens où on s'est pas tant intéressé à son histoire à lui. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Il y a peu de chances que ce soit répétitif. Et puis surtout, c'était vraiment le boulet de la série, quoi. Donc, il y a un capital comique assez important, je pense. Prochain titre alternatif, Briller ou mourir. The Studio. Non, Tu essayes toutes les nouveautés, en fait, Je c'est l'ai ça. noté. Étoile non. Briller ou mourir. Mais il y a de l'idée dans Étoile. On est un peu sur cette thématique-là. La danse.
Ah, c'est pas le doc dont t'as parlé la dernière fois? Non. C'est un truc qui va être grand public. Un truc qui va être grand public. Ah, Tout pour la lumière. Tout pour la lumière. Dis donc. Oh, dis donc, Oui. j'ai encore un point. Qu'est-ce qui m'arrive? Tout pour la lumière, le nouveau feuilleton de TF1 dont le tournage vient de commencer. Entre King's Zing et Tout pour la lumière, je crois que c'est vraiment mon jeu là, effectivement. Et pourtant, un C'est genre un de... film à un moment, vraiment, c'est pas... On y vient. Un genre de hound de stress sur une école de jeunes artistes. Et pour la première fois, pour un feuilleton quotidien de TF1. Donc, ce sera à la fois sur TF1 et sur Netflix. Au casting, avec des noms comme Joy Esther, Lanny Gautry. Attention, Lannick. Isabelle Otero et 9 candidats, je crois, de The Voice Kids et The Voice Belgique. Ouais, tout à fait. Dont Gwendal, dont j'arrive jamais à dire le nom, qui avait notamment participé à la comédie musicale Le Roi Lion et qu'on aime beaucoup. Alors, on passe à la catégorie suivante, les ressemblances. Oh là 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 Tu vois, là. c'est là que je note. Allez, Ça Marc, se corse. on se reprend. Allez, je vais essayer de faire un point quand même. On cherche un personnage qui Challenge Emily ressemble... Lopez. Ah, c'est un personnage. Un personnage qui ressemble au fantôme de l'opéra, la Dame Blanche. Belphégor. Ah oui. Ah bah là, ouais. Non, Marc non plus. Non, bah, Il a calé en pente. je vais viser le 0 là, je pense. Et je suis bien parti. Non mais fais gaffe, vraiment, tu te lopézises. Mais c'est contagieux ce côté de la table. D'ailleurs, si on parle de Belphégor, c'est quand même pas tout jeune Belphégor, c'est parce qu'il va y avoir une nouvelle adaptation en série pour la plateforme Max et pour la chaîne M6 avec Chirine Boutella, Vincent Elbaz, Cadmerade, Horatica ou encore Nicolas Briançon. C'est vrai que Belphégor, c'était un feuilleton français culte des années 60, je crois. Il y a eu un film avec Sophie Marceau aussi. Un donc, film de piètre qualité. J'ai cru que t'allais dire le nom du réal. Ah non, pietro qualité. C'est un italien. Non, le film était très mauvais. Hein. Donc, vous mieux rester dans le souvenir de la série. Hein. Et donc, ce projet de série, ça vous branche? Oui, parce qu'en fait, il y aura l'argent de Max. Donc en fait, non mais c'est Quand tu vois de l'argent, c'est... Non, mais, oui, mais en fait, quand je vais des prendre des moyens. exemples très récents, hein. Cat Size, on sentait qu'il y avait de l'argent derrière, donc du coup, visuellement, c'était très très beau. Moi, j'ai adoré Cat Size, je sais que. Et, Non, c'est du pas coup, 4 size, mais... Et du coup, ça va être tourné au Louvre aussi, donc c'est ça. peut donner quelque chose de très beau visuellement. Donc au moins au moins visuellement, il y a moyen que ce soit pas mal là. Parce que Netflix, ils ont mis beaucoup d'argent dans leur film The Electric State. Oui. Bon, Oui, mais c'est pas français. ça n'est pas gage de qualité. Ce n'est pas français, madame, ça ne sent pas le T'as camembert. raison, là. Allez, on cherche de nouveau un personnage qui ressemble à Jack Peralta de Brooklyn Nine-Nine, Oula, salut. Michael Scott de The Office, Ted Lasso. Ted Lasso, Je l'aime. Quel rappel. Ah, ça me fait plaisir qu'on en parle. dont la saison 4 a été annoncée par Apple+. Oui, et qui visiblement, cette fois-ci, s'occupera d'une équipe de foot féminin. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est tout ce que j'aime. C'est-à-dire que Ted Lasso est l'une de mes séries doudou ever. Voilà, je l'aime, ça me fait du bien. J'adore ce personnage, j'adore tous les personnages. Et en plus, il va coacher une équipe de foot féminin. J'adore le foot féminin. Je trouve que c'est vachement bien aussi de le mettre en avant. Donc, super bonne idée. Et je rêvais que la série revienne pour une saison. Et bien 4. voilà, ils ont réalisé ton rêve. Et en plus, j'ai un point. Ça devait s'arrêter là, non? Non. Ça devait totalement Ouais, s'arrêter c'est ça. à la fin de la Ouais. saison 3. Alors, on cherche un acteur qui ressemble à Lucien Laviscount de Emily in Paris. Roger Jean Page. Trop fort, Oh là là. bravo. Quand il Allez, démarre, c'est bon. ça trombe. Allez, Ah, la Lucien, remontada. c'est Alfie? Oui. D'accord. alors Reggie Jean Page, effectivement, qui jouait Simon dans la saison 1 de Bridgerton. Je vois Émilie tirer la langue. Qui a de nouveau fait savoir récemment au cours d'interviews que non, il ne reviendrait pas dans la série romantique parce que il était passé à autre chose. Il a beaucoup de projets. Et notamment, projet qu'il vient d'annoncer, une version américaine du Comte de Monte Cristo. C'est non. C'est non. Laissez N. Pierre Ninet tranquille. Et ceci dit, Roger Jean Page est actuellement au cinéma dans le dernier film de Steven Tout Soderbergh, à fait. The Insider, et il est pas mal du tout. Et Mhm. je crois qu'il a reçu le soutien de son partenaire dans le film, Michael Fassbender, Ouais. pour être le prochain James Bond. Non, mais lol. Bon, là, peut-être Bon, pas. on aime beaucoup Michael, mais il a pas que des bonnes idées. Hein. Allez, on passe au résumé qu'on adore. Imaginé toujours par ChatGPT. Un artiste luttant contre ses démons The intérieurs, Studio? non, qui défie les normes sociales et artistiques tout en cherchant l'indépendance et la résilience. Étoile. Symbolisé par un léopard. Le guépard. Voilà. Non, l'autre léopard du mois de février ou de mars. Ah, fucking Fred, le Ah oui, léopard, comme Jonathan Cohen. Comme un léopard. Fucking Fred comme Elle un a tout donné. léopard, voilà, Elle a tout donné. le documentaire de Prime Video avec Jonathan Cohen. Tout à fait.
Quelqu'un l'a vu? Oui. Marc l'a vu. Je l'ai vu. Écoute, j'aime bien Jonathan Cohen, mais là, quand même, c'est un peu feignant. Hein, ils n'ont pas beaucoup travaillé. Non, mais voilà, c'est Jonathan Cohen show. Donc, si on aime bien, voilà, on peut juste s'amuser. Mais en vrai, c'est pas. On peut s'en passer. Hein. C'est quand même pas. Voilà, c'est les coulisses, en gros, du premier concert de Fucking Fred dans un festival avec Orelsan. Donc, ce qui avait commencé comme une grosse blague finit par devenir une grosse blague, en fait, puisque finalement, ça continue. Hein. Alors, bon, c'est un peu. Voilà. Donc, évidemment, tout est faux. Hein. C'est un mockumentary, comme on dit. Voilà, c'est rigolo pour passer le temps, mais franchement, on peut. Donc, si on aime bien Jonathan Cohen, on regarde peut-être plutôt Bloqué et Serge de Mito qui reviennent sur Disney+. Oui. Okay. Tout à fait. Et il vient d'annoncer, je crois, aussi une suite de La Flamme et du Flambeau, qui cette fois sera inspirée par À couteau tiré dont on parlait tout à l'heure. Et qui serait possiblement au cinéma, en fait. C'est ce qu'il a c'est expliqué à Série Mania, que si jamais il devait le faire, ce serait au cinéma et un peu inspiré d'À couteau tiré. Donc, Émilie, tu n'as pas fini de m'appeler Marc. Ah non, jamais. Une ado rebelle et son robot déjanté partent en road trip. Electric State. Le truc machin là que t'as dit. Electric State sur Netflix. Donc, partent en road trip dans un futur flashy mais sombre à la recherche de son frère perdu. Flashy mais sombre. Voilà, c'est ChatGPT. Donc, Electric State, qui serait le film le plus cher de Netflix, qui aurait coûté quand même 320 millions de dollars, soit aussi cher que Avatar 2 et Avengers Infinity War. Par contre, en revanche, les critiques sont catastrophiques. Je ne l'ai pas vu personnellement. Je pense qu'on s'est tous épargnés. Ouais. Voilà. Il y avait d'autres choses à regarder. Alors, next, un thriller où chaque voisin qui pourrait être un espion, chaque souvenir une illusion, Le bureau des gens. et chaque épisode une masterclass en cliffhanger. C'est sombre, c'est tendu et ça donne très envie de vérifier l'album photo de son mec. Ah si, c'est pas... Juste un regard. C'est pas du tout ce que j'allais dire. Polonaise sur Netflix, adaptée du roman de Harlan Coben. Je vous livre aussi une autre phrase de ChatGPT que j'ai beaucoup aimée. Spoiler, chez Harlan Coben, même ton chien peut avoir un passé louche. C'est hilarant. Ça fera J'ai beaucoup aimé. ChatGPT est drôle. Et pour les amateurs de Harlan Coben, quand il y en a plus, il y en a encore. On en a souvent parlé dans ce podcast. Aujourd'hui même, alors où nous enregistrons, sort une nouvelle série, argentine cette fois, faute de preuves. Mais nous ne l'avons pas encore vue, donc on ne pourra pas vous dire si c'est bien ou pas. Alors, 5 ados deviennent super-héros cosmiques combattant le mal avec robots géants et esprit d'équipe. Action, couleur et justice. Ah, je vois là le truc. Allez Marc, il est pour toi. Action, couleur et justice. Bioman. C'est pas jeune. Ah oui, d'accord, c'est pour ça que c'est pour moi. Mais non, c'est Power Rangers. Power Rangers. On parle de Power Rangers. Je ne sais pas. J'ai eu peur, j'ai dit ce que... Eh bien, je vais vous dire pourquoi on parle de Power Rangers, puisque Disney+ vient d'annoncer une nouvelle série, les Power Rangers, en prise de vue réelle pour relancer la franchise. Et Power Rangers, c'est culte quand même, non? Oui. Bah après, les Power Rangers, oui. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'étais plus époque Bioman. Hein. Donc voilà. Et surtout, Disney+, si vous écoutez ça, ne faites pas Bioman en prise de vue réelle. Pas... Je ne sais pas si on a assez d'influence dans ce Après, Power Rangers, c'était de la prise de vue réelle déjà. Donc, il y a pas de... En plus, on n'invente rien là. Et le grand gagnant de ce mois-ci est donc Juliette avec 6 points. Bravo. Émilie, scoop, 5 points. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais presque la victoire. C'est grâce à Ted Lasso. Et Marc, va falloir faire attention pour le mois prochain. 2 points. C'est ça. Alors, ça fait quoi d'être Émilie Lopez? C'est bizarre. Et il est l'heure de passer à notre deuxième partie prix du mois avec une invitée qui, un peu comme Cédric tout à l'heure, nage à contre-courant elle aussi. Alors après être venu affirmer que The Big Bang Theory était bien mieux que Friends, puis que le final de Lost n'était pas si mal que ça, notre journaliste Hélène Lille vient à nouveau défendre une position osée. Alors non seulement elle a regardé de son plein gré l'émission de Meghan Markle, With Love Meghan sur Netflix, mais en plus elle a passé un bon moment. Elle vient donc nous expliquer pourquoi et tenter de nous convaincre, et vous-même par la même occasion, chers auditeurs. Welcome Hélène. Je suis désolée, comme l'a dit Juliette, on n'a pas eu le temps de préparer le thé et les petits gâteaux. Mais c'est pas grave, c'est l'intention de votre amour partagé qui compte. Elle essaie déjà de nous soudoyer. Tout le monde sait autour de cette table que j'adore Meghan Markle. Je trouve qu'elle a subi une pluie de critiques complètement injustes, parfois carrément sexistes ou racistes, au moment de son mariage avec le prince Harry, puis de leur départ aux États-Unis.
Ça faisait longtemps qu'on n'en entendait plus trop parler. Alors quand j'ai su qu'elle revenait sur Instagram et sur Netflix, j'étais ravie. Bien sûr, c'est un retour mercantile, tout le monde le sait. Meghan en profite pour lancer sa marque de lifestyle. Et j'ai envie de dire, et alors, tant mieux pour elle. Franchement, je suis contente de la voir libre, heureuse, épanouie après tout ce qu'elle s'est pris. Alors c'est vrai, With Love, Meghan, c'est une télé-réalité légère, un petit plaisir coupable, un peu futile et clairement pas révolutionnaire. On y voit Meghan cuisiner avec ou pour ses amis, faire son propre miel, composer ses bouquets, faire des produits de beauté maison ou son propre sel de bain. Est-ce qu'on avait besoin de ça ? Non. Qui a vraiment le temps de faire ça dans sa vie ? Pas grand monde. Elle, visiblement. Mais en ces temps troublés, je trouve que ce show Feel Good nous offre une bouffée d'air frais. Et c'est déjà pas mal. On passe un bon moment et je pense que la série n'a pas la prétention de nous offrir plus que cela. Moi, franchement, j'ai adoré voir Meghan ouvrir une bouteille de champagne à chaque fois qu'elle mettait les mains à la pâte avec une copine. Je l'ai adoré donner des petites astuces pour embellir le quotidien, toujours bien habillée. Et j'ai adoré voir sa complicité avec son petit chien Guy, qui est mort, et le prince Harry. Et franchement, à un moment, la féministe en moi a failli s'envoler jusqu'à se demander « Mais après tout, est-ce que c'est pas ça la vraie vie ? Est-ce que c'est pas la vie que je mérite ? De recevoir des gens que j'aime et de les rendre heureux avec des petites attentions tout en buvant du champagne tous les jours ?» Bon, après, je suis vite revenue à la réalité. Je me suis souvenu que la mode des tradwives était un peu dangereuse et surtout qu'on n'avait ni le même compte en banque, ni le même mari et en plus que j'adorais mon travail. Et puis non, je n'irai pas jusqu'à dire, je cite... Quand quelqu'un vient à la maison, une des choses que je préfère, c'est de préparer la chambre d'amis. Mais la morale positive de With Love Meghan, c'est qu'on peut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a pour sublimer le quotidien, se poser et passer du temps de qualité avec les gens qu'on aime. Même si on n'a pas de potager, même si on n'a pas de millions sur son compte en banque. Car comme dirait Meghan, c'est l'intention qui compte. Elle est forte, franchement. Mais je sais pas si ça suffit pour nous convaincre. Alors, j'avoue que l'idée d'imaginer Marc en train de regarder With Love Meghan, oui. Voilà. Donc, on va commencer par toi, Meghan. Oui. Je me suis quasiment transformé en Meghan en regardant ça. On va commencer par toi, Marc. Oui, alors, heureusement, j'ai eu du soutien à côté de moi pour regarder ça. J'avais pas regardé tout seul, hein, ne faites pas ça tout seul chez vous. Ne reproduisez pas ça chez vous. Non, je trouve qu'Hélène a été brillante. Oui. Mais c'est quand même pas grand-chose cette émission. C'est une très bonne publicité pour les casseroles Le Creuset. Ah, c'est clair. Ouais. Le Creuset. Le Creuset, comme elle dit. Donc ça, là-dessus, c'est très réussi. T'as envie de savoir, voilà, tout de suite regarder, mais c'est où sont les casseroles Casseroles. Puis après, tu regardes le prix et tu fais Et pas tu dis, bah non. Regardez mes téfales. Pour le reste, c'est quand même un puissant somnifère. Hein. C'est vraiment d'un ennui assez abyssal. Surtout, moi, ce que j'ai trouvé, que c'était une émission complètement hors sol. Alors, c'est peut-être ça qui t'a plu, justement. C'est le côté bulle, en fait. C'est-à-dire que vraiment, la réalité n'existe pas. C'est-à-dire que tout est fake, quasiment. Cette cuisine, j'y crois pas. Tout est nickel. Elle renverse jamais rien quand elle fait la cuisine. Tu sais, il y a un petit moment où elle fait une petite bêtise. Ah, ça, j'ai peut-être pas vu ce moment-là. C'était 3 secondes dans l'épisode 7, c'est ça ? Ouais. Il y a du jus de framboise qui est tombé de 2 gouttes sur le comptoir. Et même quand elle fait des punchlines, t'as l'impression que c'est très écrit. Très clair. Tu vois. Et oui, donc c'est vraiment Meghan et ses amis riches qui parlent de leurs trucs de riches en buvant des Bellini. Bon, bah, ça peut être effectivement assez apaisant, j'ai envie de dire, ou ça nous extrait un peu du monde difficile dans lequel on vit. Ça, je peux comprendre, mais en vrai, moi, je trouve ça quand même assez ennuyeux et même un peu gênant, en fait, de voir ça aujourd'hui. Je sais pas, il y a un truc un peu vraiment hors sol et qui est totalement décalé. quoi, ouais. Et puis ce côté super Meghan, quoi, elle fait tout, hein. Elle fait cuisine en même temps qu'elle fait des bougies, elle est apicultrice, elle prépare des infusions solaires. Je savais même pas que ça existait, les infusions solaires. Mais du coup, Donc, je trouve qu'on n'y croit pas une seule seconde Non. qu'elle fasse ça chez elle toute seule, que ce soit elle qui fasse la cuisine. Pardon, hein, je suis peut-être très cynique, mais en fait, moi, ça m'a pas paru crédible une seule seconde. Ah non, mais en fait, Meghan, avec cette émission, elle nous rappelle que le temps, c'est de l'argent et que comme elle a beaucoup d'argent, elle a beaucoup de temps. Et que nous autres qui avons besoin d'en gagner, bah, on n'en a pas du tout. Donc déjà, ça, c'est quand même la première morale. Tu fais pas ton sel de bain toute Non. seule? Alors ceci dit, grâce à Émilie, je fais mes propres bougies, vois-tu. Donc ça, fun fact. Ah, ça d'être une duchesse. Ça, ouais, mais bon, le prince ne m'a pas encore, tu vois, repéré. Non, moi, Meghan, en fait, je trouve cette émission d'un prétentieux. Elle est d'un prétentieux. Enfin, faire croire que
le summum du bonheur et de la simplicité, c'est de faire tout ce qu'elle fait, de passer 5 heures en cuisine et tout. Moi aussi, j'aime faire à manger pour les gens que j'aime, mais faire croire que ça peut être un mode de vie. Mais je veux dire, moi, ça m'a crispée presque, en fait. Parce que là où toi, tu vois une bulle de divertissement qui fait du bien, tu vois, dans un monde qui est parfois difficile, bah moi, je me dis qu'elle se fout vraiment de notre gueule. Parce qu'en fait, dans un monde où il y a des gens qui crèvent de faim, où c'est la merde aux États-Unis, c'est la merde en Angleterre. on l'a Pourtant, vu avec Adolescence. On l'a vu avec Adolescence, voilà. Et pourtant, Meghan, moi, j'ai pas un mauvais a priori sur elle. Je la connaissais pas tant, mais pareil, j'ai été assez sensibilisée à la vague de haine qu'elle avait subie. J'avais regardé Harry et Meghan, le doc sur Netflix, qui pour le coup était plutôt bien fichu, et moi qui a généré beaucoup de sympathie à leur égard. Voilà. Mais alors, elle a perdu tous ses points avec With Love Meghan. Enfin, en plus, même ses interactions avec ses amis, t'as l'impression qu'elle est semi-shootée, parce que même par exemple dans le premier épisode, donc elle a son ami qui est son maquilleur de toujours, qui vient dormir chez elle et tout, et à un moment donné il lui dit mais oui, tu sais, j'étais avec toi pour l'essayage de ta robe et tout, ça me rappelle ça, et tu la vois qui fait ah oui, en fait c'est comme si elle se souvenait pas, donc tu sais pas en fait si c'est une vraie anecdote, s'il était vraiment avec elle, ou juste elle est tellement décollée de la réalité. Rien n'a l'air vrai, ses amitiés n'ont l'air pas vraies. Mindy Kaling, que moi j'aime beaucoup, qui est donc la scénariste et actrice qu'on voit dans l'épisode 2, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce qu'elle est venue foutre là ? Je veux dire, c'est une femme brillante, c'est une businesswoman, pour le coup, c'est ce qu'on appelle une self-made woman, et c'est le cas aussi de Meghan. C'est-à-dire que c'est des nanas qui sont parties de rien, et qui aujourd'hui, elles ont le droit de profiter de leur argent, parce qu'elles l'ont, en tout cas, Mindy, elle l'a durement gagné. Mais à la fin, on est vraiment en mode, on fait croire aux gens que ça, c'est la réalité. Voilà, à la limite, en plus, elle reprend tous les codes de Martha Stewart, qui est vraiment la prêtresse de ce genre d'émission aux États-Unis. Sauf que Martha, elle le faisait vraiment à l'échelle des gens, avec des côtés budget, etc. La Meghan, le moindre flacon qui a son huile d'olive dans un petit flacon avec le petit bouchon en liège, comme ça, son sel d'Himalaya. Et qui met des fleurs dans tout ce qu'elle bouffe. Mais oui. Et en plus, elle dit elle-même, ça n'a aucun goût, c'est pour la déco. C'est pour la déco. Mais moi, j'adore, je suis à ça de faire une recherche fleurs comestibles sur Google pour remettre partout. Alors après, par contre, là où je te rejoins peut-être, Hélène, c'est que effectivement, Meghan, elle est extrêmement clivante, elle s'en est pris plein la tête, et voilà, c'était pas forcément mérité. Je me suis posé une question en regardant. Est-ce que j'aurais eu le même sentiment si j'avais regardé une émission présentée par quelqu'un d'autre ? Une émission de lifestyle lambda présentée par une personne lambda. Mais déjà, tu l'aurais pas regardé ? Puis je pense pas que, en fait, on le fait plus, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Juliette, il y avait Martha Stewart. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On a les réseaux sociaux et tout ça. Moi, je suis désolée, je suis très team Meghan Markle. Mais pardon, mais c'est quoi cette chose ? Tu parles de plaisir coupable, mais dans plaisir coupable, il y a plaisir. Là, j'ai pas eu de plaisir du tout. Je crois que c'est la première fois de ma vie, et merci Netflix, j'aurais jamais pensé de dire ça, que je regarde un truc en 1,5. En accéléré. Et parce qu'il a fallu que je le regarde pour Hélène, le podcast. elle a la ralentie pour bien tout noter. Et puis, pardon, mais le côté donneuse de leçons à ses potes, t'es là, tu fais, mais en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de l'acheter, mon miel, ben je l'achète, mon miel. Si j'ai pas envie que mes petits gâteaux, mes petits sandwichs... Pardon, Émilie, tu pourrais parler avec ta voix d'abeille, s'il te plaît. Non, mais quel enfer. Et j'ai commencé à noter des phrases au début de son truc, genre, c'est le gâteau de la beauté intérieure. Mais va chier. Mais t'es pas sérieuse. Et non, pardon. Et puis qui, aux anniversaires de ses enfants, leur sert des mini-sandwichs au concombre et aux crevettes ? Mais c'est quel ça. enfant de 8 ans a envie de manger un mini-sandwich pas ils complet vont crevettes ? adorer ça. Bah non, ils vont te les balancer dans la tronche. Ils nous vendent du rêve. Mais non, serre-leur des M&M's comme tout enfant normal qui fait un plateau de fruits en arc-en-ciel. C'est pas possible. Mon fils, si tu m'écoutes, je suis désolée, ta fête d'anniversaire ressemblera pas à ça. Et puis pardon, si c'est pour la regarder picoler du champagne avec ses copines, mais regardez les Real Housewives of Beverly Hills. C'est un petit peu gênant ces moments quand même. Non mais au moins sur les Real Housewives, elles se foutent sur la gueule, elles s'engueulent et elles se balancent du champagne. Et puis c'est drôle. assumé en fait. Mais bien sûr. Mais en fait, ce que tu disais, Laurence, déjà là, il faut savoir que Meghan, elle invente rien, parce qu'au-delà de Martha Stewart, toutes ces séquences, la façon dont sont filmées les séquences de recettes et tout, en fait, elle a juste repris ce qui se fait sur TikTok depuis 5 ans, et elle en a fait, elle a pris dans un shaker, elle a fait une série. Et en plus, ce que tu disais, Laurence, c'est assez vrai. Évidemment qu'on le regarderait pas pareil si c'était pas Meghan qui présentait, sauf que ça s'appelle With Love Meghan. En fait, ce qu'elle vend, c'est pas seulement un lifestyle, c'est le lifestyle de Meghan Markle, celle qui a eu le prince Harry, et que machin, et que en fait, quand elle propose
cette série-là, elle le fait avec tout le bagage qu'elle amène avec elle, donc avec sa notoriété, mais aussi avec tout ce que ça peut inclure de faire partie de la famille royale. Et donc, elle peut pas ignorer qu'il y a quand même pour elle, en plus, qui n'est pas née justement dans cette famille-là, elle peut pas ignorer qu'elle arrive avec ça. Donc, à un moment, elle en est forcément consciente. Juste, elle a décidé que c'était OK et que c'était la fête à la pistoche tous les jours, et que tout le monde devait trouver ça super. Mais en plus, je trouve qu'il y a un parti pris de réalisation qui est assez étonnant, où tu vois des fois l'équipe et je me suis dit, mais quel est l'intérêt en fait ? C'est pour montrer que c'est vrai que genre, pour montrer qu'elle est sympa avec eux. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'elle leur prépare du café. Mais moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je les ai vus. Je me suis dit, ils ont témoigné après, ils ont dit que c'était la vérité. Mais moi, je ne doute pas qu'elle est sympa. Mais juste, en fait, le truc on vous montre en plus qu'elle est sympa pour être sûr de vous montrer qu'elle est sympa. Bah non, en fait, si on regarde le doc, c'est qu'a priori, on est team Meghan. Mais bien sûr que c'est fake, mais en même temps, toutes les émissions aujourd'hui sont fake, ou la plupart, surtout les trucs de télé-réalité, tout est scripté, etc., tout est scénarisé. Donc, ce qu'on veut, c'est pas de la vérité, ce qu'on veut, c'est de la mise en scène, que ce soit des disputes dans les Real Housewives. Mais ça, c'est drôle, ou du rêve, en fait. Et elle nous vend du rêve avec ses petits sels de bain, etc. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'être invitée chez Meghan Markle. Alors, d'être invitée, oui, mais... Pour le coup... mais sans elle. on parlait d'émissions de lifestyle, de cuisine, etc. Et de présentateurs un peu plus lambda. Moi, il y avait une émission qui était dispo sur Netflix France il y a quelques années, qui était présentée par une candidate du meilleur pâtissier anglais, qui s'appelle Nadia, et qui était un peu filmée dans le même esprit, avec une très belle maison, des jolis objets, des jolis poêles, cocottes et compagnie. Et pour le coup, ça faisait beaucoup plus vrai, en fait. Et parce qu'on n'attend pas ce côté est-ce que le prince arrive à arriver et c'est des recettes qui sont beaucoup plus réalisables aussi. Mais effectivement, qui va aller acheter des fleurs séchées, peut-être à part toi, Hélène, mais Non, mais en fait, ce qui est un peu triste, c'est que j'ai l'impression que quoi qu'elle fasse, ça sera toujours nul, ça sera toujours critiqué. Mais son franchement, non. depuis Harry et Meghan, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Il y a quand même beaucoup de critiques. Non, mais bien sûr qu'il y a eu des critiques, mais si tu le regardes objectivement, je pense qu'autour de la table, on peut tous, tu vois, se dire ok, le doc était bien fait. Moi, honnêtement, ça m'a attiré beaucoup de sympathie pour elle, mais tu peux pas comparer. Je veux dire, c'est pas quoi qu'elle fasse, c'est que là, elle prend le parti de faire un truc où elle met en scène sa vie riche, sa vie de femme riche. Et donc, en plus de se rajouter toutes les critiques que les gens non justifiés lui font déjà parce qu'ils sont sexistes, parce qu'ils sont racistes, elle expose ses privilèges pour essayer de s'extirper de cette espèce de case discriminée dans laquelle elle est, et je peux la comprendre, je peux comprendre qu'elle cherche une porte de sortie et qu'avoir épousé le prince Harry, ça veut dire être en permanence en stratégie de communication. Ça, c'est une évidence, c'est un sacrifice qu'elle a fait, c'est évident. Sauf que elle essaie de s'extirper de toutes ces critiques en essayant de devenir la femme privilégiée par excellence. Et en fait, pour moi, c'est pas des vases communicants, tu vois. Et en fait, en faisant ça, elle s'attire juste l'antipathie d'une autre caste de la population qui n'avait rien à lui reprocher, mais là qui se dit Meghan, elle se fout quand même de la gueule du monde, tu vois. Mais pourquoi elle mentirait ? Parce que il y a de plus, tu vois, les influenceurs, etc. Il y en a qui sont maintenant richissimes, millionnaires, voire plus, etc. Notamment en France, où par exemple, c'est assez mal vu de dire combien ils gagnent, etc. Moi, je commence un peu à en avoir marre des influenceurs, surtout de certaines influenceuses qui font genre ah non, mais moi je suis comme vous, mais moi quand j'ai commencé, mes parents ils n'avaient pas d'argent, gna gna gna, etc. Meuf, maintenant t'es millionnaire, arrête de faire genre tu passes des vacances comme tout le monde, arrête de faire genre tu vas faire tes cours chez Lidl et tout, c'est faux. Donc là au moins c'est assumé, elle dit j'ai de l'argent, oui je fais des choses de gens qui ont de l'argent avec d'autres gens qui ont de l'argent, bon bah voilà. Et puis, oui mais après elle tend le bâton pour se faire battre en fait, là où Juliette elle a totalement raison. Mais si elle faisait un truc où elle fasse avait rien, pas d'argent, en fait. Elle n'a pas besoin de ça. Non mais elle n'a pas besoin de ça, ou alors elle nous fait un truc vraiment où qu'elle refasse des séries, ou qu'elle produise des docs. Ou ça marque, pour le coup, ça marque. Là, elle avait pas besoin le de truc. documentaire pour regardez comment je suis privilégiée, et vous avez beau me chier dessus, je resterai privilégiée. Et si je veux mettre des fleurs dans tout ce que je bouffe, je le fais et je vous emmerde. Bah là, en fait, non.
Mais non, en fait, il me ce qui me semble pose que problème, c'est pas tant le programme, qu'elle veuille faire un programme lifestyle plutôt qu'un doc et tout, je peux entendre. Le problème, c'est la vérité très partielle qu'elle décide de montrer. Parce que quand elle dit, et c'est toi qui l'as cité en plus, qu'elle dit, moi, ce que j'adore quand je reçois, c'est préparer la chambre des invités. Mais Mégane, on sait que c'est pas toi qui fais le lit. C'est ça. On le sait, en fait. C'est pas toi qui sors les draps, qui met la couette dans le drap et puis qui borde. C'est ça, Elle fait les Tu vois petits Donc, snacks. Mais pour les invités. peut-être, mais du coup, si elle nous avait montré peut-être justement le fait que, si elle nous avait montré autre chose, quelque chose de plus où elle assume qu'elle peut pas tout faire toute seule, Ah oui. qu'elle est pas Wonder Mégane, à un moment donné, Quelque chose de ça- plus réel, en fait, Ouais. tout ouais, simplement. plus C'est que là, réaliste. c'est pas réaliste, en fait. Et que je suis d'accord, elle veut nous vendre un truc un peu feel good et un peu. Mais en fait, du coup, on regarde quoi, en fait? On regarde un truc fake, feel good, mais fake. Donc, en fait, comment tu veux connecter avec ça? Genre, oui, c'est comme si tu regardais un truc de science-fiction, en fait, pour moi. Tu vois, et du coup, il n'y a aucun sens de réalité. Et du coup, si son projet, c'est de dire, je vous montre ma vie parce que voilà, je veux aussi vous montrer un peu comme je suis. Mais en fait, tu n'es pas comme ça au quotidien. Tu n'es pas si parfaite. C'est pas possible. Donc, arrête de vendre un truc qui risque quand même un truc un peu dangereux parce que du coup, tu sais, c'est comme les mannequins dans les magazines. C'est en fait, il y a une espèce d'idéal que tu peux essayer d'atteindre en disant, ah, putain, elle, c'est tellement bien sa vie. Comme tu disais, ça donne envie de. Ouais, tu regardes les trucs, tu dis, j'ai envie de faire des trucs comme elle. Ça a l'air trop bien son truc de arc-en-ciel de fruits et tout. Et en fait, tu vas jamais le faire. Tu vas être là, mais non, c'est trop chiant. Moi, Tu ce que vois j'ai trouvé super dans l'émission, enfin super. On sent que t'essayes de l'aider là. J'essaie d'aller vers Hélène. Non, en fait, il y a des moments que j'ai trouvé cool, c'est que justement, typiquement, quand elle a des amis un peu de longue date qui viennent, il y a des petits moments où il y a des photos d'elle, où elle est en débardeur, pas coiffée et tout. Et là, je me dis, oh waouh, là, je vois la vraie Mégane. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que j'avais aimé dans le doc Harry et Meghan, c'est que on voyait la vraie version de eux et que ça servait à rien de dire que les gens qui font partie de la royauté, ce sont vraiment des gens qui sont tout le temps bien coiffés, tout le temps bien habillés. On voyait une autre forme de vérité d'eux. Et en fait, moi, c'est ça que j'aurais aimé voir, c'est de dire, ok, Voir Meghan elle a en une vie jean, privilégiée et tout, mais voilà, voir Meghan en jean, voir Meghan un En peu tongs. moins coiffée et tout, parce qu'elle est effectivement, comme dit Marc, elle est pas tout le temps comme ça. Et moi, du coup, quand j'avais ces petites fenêtres avec les photos, je me disais, ah cool, ça a l'air d'être la vraie Meghan, mais du coup, pourquoi elle me présente une version assez aseptisée d'elle-même, alors que je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment du tempérament, du caractère et une vraie personnalité. Alors, Mais même il quand y a- quand elle parle du tournage de Suits où elle dit voilà qu'elle se sentait un peu seule dans le premier ou le deuxième épisode, je sais plus. Et là, ce moment-là était intéressant parce que du coup, c'est plus la femme d'Harry, c'est plus la duchesse, je sais jamais son titre. Tu sais, C'est plus la star hollywoodienne, c'est juste une petite nana qui se sent seule. Et en fait, c'est ça qu'on veut. On veut des trucs vrais, pas Martine à la plage qui fait son miel. son Martine miel. à la ruche. Martine Voilà, l'apicultrice. Et après, je pense qu'elle peut pas non plus faire n'importe quoi parce que même s'ils sont émargés de la famille royale, il y a des trucs. Je pense qu'il y a des trucs qu'ils peuvent pas faire, qu'ils peuvent pas proposer, etc. Et qui doivent quand même Mais ils l'ont rester fait dans dans le une doc. image. S'ils Ouais, l'ont fait dans le mais doc, après- c'est que c'est une liberté qu'ils ont déjà pris. Ouais. et- Après, je pense qu'il me semblait qu'ils avaient un deal Ils ont avec eu un Netflix deal, ouais. et qu'ils devaient proposer des choses et qu'ils Oui. ont mis vachement de temps à proposer des choses, Mm. etc. Le contrat arrive bientôt à la fin, je Voilà, crois. donc je pense que ça sent aussi on n'a pas grand chose à proposer si on Bon, fait bah, du vas-y, fais la lifestyle, cuisine. genre, comme ça lancera ma marque. Je pense qu'il y a quand même quelqu'un chez Netflix, voire peut-être Meghan elle-même, qui s'est rendu compte à un moment à quel point c'était déconnecté de la réalité de la vie des gens d'aujourd'hui. Parce que l'émission devait sortir, je crois, au mois de janvier, juste genre 2 semaines après les incendies qui ont ravagé la Californie. Et du coup, ils ont pris la décision de décaler la sortie de l'émission parce que voilà, ça aurait été. Je pense que sortir à ce moment-là, ça aurait été pire que tout Ouais. pour son image. Avec assez peu de promos en plus, pour effectivement pas trop attirer l'attention sur le programme. Hélène, tu vas être contente, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Il va y avoir une saison 2. Elle a même déjà été tournée. Quel C'est enfer. pour ça qu'ils sont obligés de la Ils sortir. vont se retourner d'un coup. Ah, mais si Netflix a trop d'argent, qu'ils nous en donne, il n'y a pas de souci. Hein. Mais il y avait une phrase très drôle, c'est l'un des cadres supérieurs de Netflix, je sais plus lequel, qui a dit en vrai, Meghan Markle, elle est vraiment sous-cotée, mais ça nous arrange. Et t'es vraiment en mode quand on arrive à sortir ce genre d'argument, c'est que même toi, t'y crois pas, quoi. Alors justement, on y croit ou on n'y croit pas. Il est temps de passer à la dernière partie de ce podcast. Merci Hélène. Merci. Salut. Nouvelle saison, nouvelle série, nouveau film. On va regarder ensemble le calendrier des prochaines grandes sorties sur les plateformes de streaming. Et on commence par des retours très attendus avec The Handmaid's Tale saison 6 qui arrive le 8 avril sur Ciné+ OCS. Et c'est l'ultime saison. Qui a hâte? Qui Ouais, a peur? En fait, le problème, c'est que j'aime profondément cette série.
Je trouve que c'est très bien joué, que le propos est important, que tout. Mais dans la saison 5, j'ai le souvenir, parce que ça date quand même un petit peu, de me faire un peu chier. Donc du coup, là je me dis c'est la 6e, est-ce que ce sera mieux? Et surtout c'est la dernière, donc a priori, je suis un peu plus emballée, mais juste parce que je sais que ce sera la dernière et que du coup j'aurai la conclusion. C'est horrible de dire ça. Non, mais t'as raison, c'est une série qui a perdu un peu de sa force au fil des saisons. Après, ça reste quand même une série de grande qualité. Je suis d'accord avec toi, je pense que la dernière saison, ils vont peut-être essayer quand même de faire quelque chose d'assez fort. Partir sur un coup d'éclat. Voilà, et j'ai assez confiance aussi en Elisabeth Moss, qui est, je pense, une des plus grandes actrices actuelles. Donc voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Et qui, je crois, a réalisé certains des épisodes ici de la saison. Ouais. Juliette? Je ne regarde pas The Handmaid's Tale. J'ai vu la saison 1, mais c'est tout. Par contre, en fait, pour moi, la difficulté sur cette saison 6, c'est que aux États-Unis, la fiction s'est fait rattraper par la réalité. Donc, en fait, comme l'atout très démarquant, je dirais, c'est pas du tout le bon mot, mais c'est pas grave, tout le monde m'a compris, de The Handmaid's Tale, c'était justement de proposer une version très dystopique des États-Unis, et que là, ça devient de moins en moins dystopique. Voilà, c'est comment est-ce qu'ils arrivent encore à casser ça pour que ça ait pas trop l'air vrai, ou alors au contraire de prendre le parti de se dire c'est vraiment en train d'arriver aux États-Unis, et d'une façon ou d'une autre de raccrocher ça. Pour moi, c'est peut-être ça l'enjeu. Alors, série dystopique également qui revient le 10 avril sur Netflix, la saison 7 de Black Mirror. Oui, on attend ça quand même, non? On attend. Ouais. Il y a le retour en plus, je crois, d'anciens acteurs. Alors, je crois avoir lu le retour de Will Poulter, qui était l'acteur principal de l'épisode interactif Bandersnatch. Au casting, il y aura aussi Emma Corrin, Peter Capaldi, Paul Giamatti, Rashida Jones, Tracy Ellis Ross notamment. Et le créateur a promis des choses jamais vues auparavant, mais aussi un retour aux origines de Black Mirror. Ouais, il y a un épisode en fait qui reprend l'univers d'un des épisodes de la saison 3 ou 4, je ne sais plus, pardon. En tout cas, c'est la première fois que l'univers et le cadre d'un épisode qui a déjà eu lieu est repris. On ne reprend pas les personnages principaux, mais du coup, on réexplore cet univers-là et puis ce que sont devenus les autres. Donc ça, c'est assez inédit. Donc moi, je suis assez curieuse de voir comment est-ce qu'ils font ça, puisque c'est un peu antithétique avec le parti pris de Black Mirror. Donc voilà, mais bon, Charlie Brooker, de saison en saison, qui est le créateur de la série, il parvient toujours à nous surprendre. Donc j'ai toujours hâte. Vont-ils nous surprendre? Vont-ils nous faire rire? LOL qui ressort saison 5, c'est le 18 avril sur Prime Video. C'est la saison de la polémique. Moi, j'ai hâte. Et je suis contente qu'on revienne à un casting un peu moins connu que celui qu'on a pu avoir en saison 3. Voilà, je sais qu'il y a eu tout le truc autour de Muriel Robin, mais je continue à l'aimer envers et contre tous. Les premières images sont tombées là il y a quelques jours au moment où on enregistre, et je me suis déjà marrée. Donc je suis au taquet. Puisque le casting, donc on a notamment Artus, Camille Chamou, Muriel Robin, donc Fred Testo, Marina Rollman, Alexandre Kominek. Ouais, Vincent de Dienne. Moi, il y a quelques personnalités que j'aime beaucoup. Moi, j'attends de voir, parce que ce casting de base, quand ils l'ont annoncé, j'étais un peu moins convaincue. Mais honnêtement, j'ai hâte. Après, ce qu'il faut savoir, petite info pour les auditeurs de Superstream, c'est que par exemple, dans la bande-annonce qui vient de sortir, on nous dit tant de candidats, 6 heures et tout. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview avec Camille Chamou et Fred Testo pour autre chose, qui me disait qu'en fait, c'est 14 heures d'enregistrement, parce qu'on essaie de les pousser à bout. Donc, pas étonnant que cette pauvre Muriel Robin ait peut-être pété un petit câble. Mais bon, moi, je suis toujours curieuse. C'est une émission qui me fait beaucoup rire. Donc, 14 heures 14 heures non-stop. T'imagines 14 heures de Superstream, je serais trop contente. 14 heures avec ça vous, partirait à vous aussi. Hein. Ça part déjà en vrille au bout d'une heure. Hein. Alors, un retour et une dernière saison aussi pour You. Ce sera la saison 5, la fin, le 24 avril sur Netflix. Il est temps. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Joe Goldberg, là, pitié. Moi, j'en pouvais déjà plus après la saison 2. Donc, Ah non, moi j'adore. Je sais pas pourquoi, hein, vraiment, mais en fait, je me rends compte que j'ai une consommation de séries un peu bizarre. Genre, Black Mirror, j'avais adoré la saison 1, mais j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi. Et You, c'est vrai qu'il y a des moments. Mais non, mais tu vois, et il y a des moments, You, où je me suis dit, je me fais chier. Et en fait, je suis toujours contente de les retrouver. Donc, enfin, de les retrouver. Mais parce que j'aime bien les psychopathes. ça me change de mon quotidien. C'est pour ça. Mais oui, j'ai un peu hâte. J'aime bien les tueurs en série, ça me change de mon quotidien.
Allez, Marc, tu voulais des films tout à l'heure. Allez, un peu de On va cinéma. parler de Banger le 2 avril sur Netflix. Tu me Avec gâtes. Porte-t-il Vincent bien son nom Cassel qui Ouais. joue les DJ sur le déclin, embarqué par une agent de la DGSI pour faire tomber la star du moment. Est-ce écrit par ChatGPT? Je ne sais pas. Visiblement non. C'est écrit par quelqu'un qui a un pseudo qui se rapproche un peu de ChatGPT, Somi. Alias, je crois que c'est Bertrand de Langeron, quelque chose comme ça. Donc à la base, c'était un graphiste qui a travaillé notamment avec le label Headbanger. Et en gros, maintenant, qui est réalisateur de clips. Et voilà, donc là, c'est son premier long métrage. Alors, il y a un gros casting. Hein. Il y a Laura Felpin, il y a Mister V, il y a Panayotis, Pasco, il y a, je sais plus, voilà, Philippe Catherine, plein de caméos. On a vu la bande-annonce. Bon, je pars pas forcément très confiant. Tu réserves ton jugement. Je réserve mon jugement, je le regarderai par curiosité parce que j'aime bien les personnages, enfin j'aime bien les acteurs et ça a l'air un peu déjanté. J'ai un peu peur que ce soit quand même un gros délire entre potes, mais bon, on verra. Et c'est une adaptation, je crois, d'un programme court, non, ou d'un sketch. Oui, c'était 6 fois. C'était Canal Plus à la base Ouais, qui avait fait ça. Ils avaient fait 6 fois confiné, 6 fois machin c'est ça. truc. Donc, et du coup, il y avait déjà dans ces séries-là le personnage de Vincent Cassel. C'est Et ça. donc, du coup, ils repartent de ce personnage-là. Nouvelle série, Pulse, le 3 avril sur Netflix. Une série médicale américaine créée par Carlton Cuse, à qui on doit notamment Lost et Bates Motel. Selon l'un des acteurs, elle a l'ambiance des débuts de Grey's Anatomy. C'est sexy, romantique et dramatique à C'est bien tout des ce que écarts. C'est tout à fait ce que je vais regarder en faisant un puzzle. J'ai trop hâte. Moi, j'aime beaucoup les séries médicales, mais toutes, en fait. J'aime autant Urgence que j'aime Grey's Anatomy. Voilà, c'est un univers qui... J'adore The Pitt, bien évidemment. Je regarde Juliette parce qu'on a longuement parlé de The Pitt, et notamment dans le podcast. Mais oui, si c'est aussi bien que les débuts de Grey's Anatomy, mais c'est totalement pour moi. Après, je pense que je ferai comme je fais quand je regarde Grey's Anatomy, à savoir, je me prends pas la tête. Je fais mon petit puzzle, je bois mon petit café, je regarde les trucs un peu olé et je suis contente. C'est pas tout à fait l'ambiance de The Pitt, quoi. Ouais, non, non. pas vraiment. Mais moi, justement, la Pulse, j'ai peur. Je pense que je jetterai un coup d'œil pour l'art. Mais en fait, j'y crois pas du tout. Je pense que ça va être un énième Grey's Anatomy, peut-être twisté avec un plot un peu plus actuel. Mais franchement, c'est exactement ce que je disais justement dans l'épisode où on parlait de The Pitt. C'est que pour moi, le genre des séries médicales, c'est un genre qui a été quand même vachement Bien essoré. Et que du coup, là, je lis le pitch de Pulse et je regarde la bande-annonce et j'ai l'impression de voir quelque chose que j'ai déjà trop vu. Ouais, les premiers retours autour de la série sont pas extraordinaires. Donc à voir. À mon avis, ça va pas dépasser le cap de la série pour Oui. Puzzle, effectivement. Ça sent la junk food médicale. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, c'est tout à fait comme ça que je l'attends, moi. Et nous arrivons à la fin de cet épisode de Superstream. non, alors la déjà prochaine fois, c'est promis, il y aura du thé et des gâteaux sur la table. Non, je déconne. Petit sandwich à la crevette, ça. Laurence. Merci Cédric et Hélène d'être venus défendre vos avis à contre-courant. Merci Juliette, Émilie et Marc d'avoir débattu avec votre humour et votre mauvaise foi à peine légendaire. On se retrouve le mois prochain. Entre-temps, si vous avez regardé Adolescence, vous serez ruinés en mouchoir. Si vous avez regardé With Love Meghan, vous serez capable d'organiser des dîners d'une duchesse pour vos amis. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de parler de Superstream à vos amis entre deux recettes de Meghan. Salut! Salut. Salut.